Alors dans les épisodes précédents, nous avons pu nous rendre compte que la vie des êtres humains est complètement régie par des horloges internes qui peuvent répondre à des stimuli comme la lumière par exemple. Eh bien chez les végétaux, c'est la même chose. Leur rythme biologique et leur horloge interne est également régie par les stimuli extérieurs comme la lumière par exemple, mais également par la température. Salut Quentin. Salut. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ces stimuli extérieurs? Alors pour être exact, il y a deux mécanismes. Et ces mécanismes vont être plus ou moins importants en fonction de l'espèce végétale qui va être concernée. Donc le premier mécanisme, il est lié à la durée de la période froide. Donc la plante, le végétal va être en mesure de mesurer cette durée de période froide et en fonction de cette période, il va savoir, ce végétal, quand est-ce qu'il faut bourgeonner ou non. Et donc c'est ce mécanisme-là qui va permettre à la plante de fleurir à la meilleure période de l'année, c'est-à-dire la plus propice, quoi. Voilà, c'est ça, mais il y a un autre paramètre à prendre en considération pour le végétal. Ça va être celui qui est lié à la durée d'ensoleillement. Donc du coup, la plante, grâce à son horloge interne, va être capable de savoir si la durée du jour est suffisante pour fleurir ou si au contraire, à l'automne, par exemple, quand les journées raccourcissent, elles savent qu'il faut faner. C'est donc pour ça que chaque plante et chaque fruit également a sa saison, c'est ça? Voilà. On ne peut pas avoir des tomates toute l'année, confirme-moi ça. Non, on ne peut pas, sauf si on a une serre. Mais elles seront sans doute moins goûteuses, ces tomates sous serre. Ok, donc on l'a compris, les chefs d'orchestre sont les paramètres saisonniers, mais il y a aussi des paramètres biologiques qui peuvent expliquer par exemple ce système de floraison ou de fanaison. Eh oui, Quentin, tu peux nous en dire un peu plus? Alors ouais, donc il faut s'intéresser à la biologie des végétaux et plus particulièrement aux molécules qu'elles vont produire, ces espèces végétales. Et plus particulièrement, il y en a une qui nous intéresse de ces molécules, c'est celle qu'on appelle la molécule constance. Ok, et donc constance, concrètement, c'est quoi alors? Eh ben, c'est une molécule qui va permettre pour la plante de mesurer la longueur du jour et de déclencher la floraison au bon moment. Alors si je comprends bien, constance, c'est l'horloge interne des végétaux, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Et ça fonctionne parce que cette molécule, elle a la particularité d'être détruite pendant la nuit. Bon d'accord, alors Constance s'agite à partir du moment où il y a de la lumière, mais en hiver, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup moins de lumière? Et quand il y a moins de lumière, cette molécule, elle ne peut pas se constituer de façon stable et de toute façon, vu que la journée est très courte, quand la nuit arrive, elles sont détruites. Donc ces molécules vont produire la fanaison des plantes. D'accord. Donc au printemps, il y a beaucoup de lumière, Constance a le temps de se constituer, mais pas en hiver, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on a compris que la durée de l'ensoleillement permet à Constance de se constituer, mais qu'est-ce qui se passe en hiver quand la durée des jours est beaucoup moindre? Tout simplement, la journée ne permet pas à Constance de s'accumuler, puisqu'il y a beaucoup moins de lumière, et en plus, vu que la nuit arrive beaucoup plus tôt, elle est détruite beaucoup plus rapidement. Et donc, à l'inverse, au printemps et l'été? Au printemps, il y a une production beaucoup plus stable et beaucoup plus longue dans la journée, donc du coup, ça permet une floraison. Alors, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des horloges internes qui permettaient en fait de produire des molécules pour la défense contre les nuisibles. Alors ouais, on va avoir la production d'acide jasmonique qui du coup va être produit par certains végétaux pour lutter contre certains nuisibles, notamment la chenille. Ouais. Et donc on s'est rendu compte que cet acide était produit en même temps que le pic d'activité de la chenille, donc ce nuisible qui va venir sucer la sève du végétal. Alors c'est quand même incroyable de voir comment la nature est bien faite. Ça fait longtemps qu'on connaît ces mécanismes, Quentin? Alors, bien sûr, tout ce qui va être moléculaire et les actions des molécules chez les végétaux, ça on le connaît depuis assez peu de temps. Par contre, dès le XVIIIe siècle, on va mettre en évidence les rythmes biologiques chez les êtres vivants, notamment chez les végétaux. On a un savant au XVIIIe qui s'appelle Jean-Jacques d'Ortoud-Méran, qui va se rendre compte que chez certaines espèces végétales, comme le mimosa, on va avoir la fermeture des feuilles pendant la période nocturne et on va avoir une ouverture des feuilles pendant la journée. Ça me fait penser d'ailleurs au, comment ça s'appelle, le tournesol par exemple.
Voilà, c'est ça. Alors, on ne va pas parler de rythme circadien encore hein, Ah ouais. pour les végétaux, bien sûr, ça arrive beaucoup plus tard, mais on se rend compte qu'il y a quand même une alternance de cycle entre le jour et la nuit. Alors, certaines plantes sont tellement dépendantes du soleil qu'il va falloir trouver un mécanisme pour en emmagasiner le plus possible. C'est le cas par exemple du tournesol qui lui est doué de phototropisme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir suivre la course du soleil tout au long de la journée, comme par exemple sur la petite application qui se trouve ici, où je dois essayer de suivre la course du soleil et on voit notre tournesol qui suit le soleil pour emmagasiner le plus d'énergie. Est-ce que je suis un bon tournesol ou pas? On va voir. Ouais, 75% d'énergie, bon, j'aurais pu faire mieux, je ne suis pas encore un bon tournesol, dommage. Tout au long de cette semaine, nous vous avons emmené dans l'exposition Clock à travers les horloges biologiques du vivant. Nous avons pu découvrir que la lumière est un facteur extérieur important pour notre horloge biologique. Notre noyau suprachiasmatique, c'est lui qui va gérer l'ensemble de nos cellules. On l'a vu notamment avec le rythme cardiaque, qui est un rythme qui est lui très fréquent, qu'on va appeler ultradien. Le cycle du sommeil, lui, qui est un cycle circadien qui va être un petit peu moins fréquent, mais qui est quand même extrêmement important. On a vu aussi que c'était possible de désynchroniser notre rythme biologique en, par exemple, voyageant ou en s'immergeant dans une grotte pendant longtemps. Et ces rythmes qu'on retrouve chez les humains et chez les animaux, on va également les retrouver chez les végétaux. C'est même les premiers chez qui on a pu mettre en évidence cette horloge biologique. Alors, on a vu que les êtres humains, par exemple, avaient des fréquences cardiaques, des rythmes de respiration, tout comme les autres êtres vivants. Et ça va être assez important, notamment pour ce qu'on appelle la chronothérapie. Alors, à quoi ça sert finalement de la connaître, notre horloge biologique, savoir comment fonctionnent nos rythmes? Eh bien, par exemple, on s'est rendu compte au cours des dernières années qu'un traitement ne va pas être assimilé de la même façon en fonction du moment de la journée. On a des moments où on va beaucoup mieux assimiler un traitement et au contraire, certains moments de la journée où il va être presque toxique. Donc la connaissance approfondie de notre cycle biologique peut être importante notamment pour cette chronothérapie. Dans tous les cas, il est important d'avoir un sommeil efficace et récupérateur et de s'endormir dans de bonnes conditions, je le rappelle. Pour plus d'informations sur cette Expo Clock, n'hésitez pas à aller sur le site exploclock.org. On vous dit à bientôt à l'Espace Mendès France.